Bonsoir à tous et à tous, donc chronique numéro 118. Et cette chronique fait suite à la précédente, donc en l'occurrence la 117. Alors, comme cette chronique fait suite à la précédente, je vais continuer effectivement dans ce que je pourrais appeler et traduire aujourd'hui d'une façon sociologique, l'essor des comportements plaçant l'individu au cœur de l'action dans nos sociétés modernes. On le voit très bien, hein, aujourd'hui, l'individu est à la fois sectateur et un spectateur, puisque il agit dans la société d'une façon réelle et sérieuse, c'est-à-dire soit par le covoiturage ou la revente et achat de biens d'occasion, également dans l'élaboration de dons par le biais de Tipeee ou de PayPal. Bon, tout dépend après le mode d'expression qui permettra à l'individu de recevoir une contribution, et surtout des forums d'échange d'informations. Cela est incontestable aujourd'hui, c'est une réalité qu'on ne peut, je dirais, euh, mettre en doute. C'est ce que moi je vais identifier comme étant une sorte de société collaborative. Je vais emprunter bien entendu un terme cher à la communauté Linux, puisque c'est eux qui ont établi, codifié d'une manière générale cette philosophie, chère à Richard M. Stallman, dans son livre La révolution du logiciel libre, où il parle de société collaborative, qui est souvent, bien entendu, entourée d'un halo idéaliste et jonché, bien entendu, d'utopisme, puisque l'utopisme est un peu le moteur qui permet de nous faire accéder à l'incroyable. Alors, bien entendu, là je suis en train de dresser un tableau positif, c'est-à-dire positif je dirais, du mode collaboratif à partir des réseaux sociaux, à partir de l'utilisation du net, et effectivement à partir des autoroutes de l'information. Bref. Alors, bien entendu, il y a une face obscure. Cette face obscure n'est pas malheureusement ce que je viens de citer d'une façon positive, mais bel et bien une face négative. Cette face négative s'incarne également par des comportements d'individus ayant compris, ou même étant victimes de leur, je dirais, de leur propre succès. Alors, nous avons sur Internet, bien entendu, cela va du simple gourou ayant une petite cour à, je dirais, au gourou superstar possédant des millions d'abonnés et qui permet justement par le biais d'Internet et des autoroutes de l'information de dispenser, je dirais, son savoir. Si tant est que, bien entendu, on qualifie cela de savoir. Alors, je vais dresser une sorte de petit portrait psychologique d'une manière générale de tous ces individus. Nous trouvons aussi aujourd'hui des prophètes de Dieu sur Internet. Vous voyez jusqu'où on peut aller dans l'aliénation et l'hystérie, car il est important de comprendre ce qu'est l'aliénation. C'est pour ça que je vous renvoie à lire les ouvrages de Lucien Febvre là-dessus, sur l'aliénation, qui sont très très importants, puisque finalement, au fond, lui il parle d'aliénation d'une manière générale dans tous les domaines, le domaine attractif du travail, dans le domaine de la relation humaine, dans le domaine de la religion, et effectivement, l'aliénation est aussi présente par le comportement de certains individus que nous pouvons constater et qui font des ravages sur Internet, puisque d'autres qui sont plus faibles en sont victimes. Alors, je rentre dans le vif du sujet. Nous sommes, si on doit dresser un portrait psychologique, effectivement, parce qu'il est important de nommer les choses, même si nous sommes dans le virtuel, cela a des conséquences dans le réel, et on peut constater que dans
la personnalité de certains de ces individus. On trouve pléthore de caractères qui, de prime abord, peut irriter un entourage par motif de revendication, par le fait de nier radicalement les autres, de trouver des boucs émissaires, et finalement, cela aussi peut créer un élan, je dirais, positif envers cette personne. Et finalement, nous sommes là dans ce que j'appelle une sorte d'aliénation manipulatrice, car il y a ce qu'on appelle ce double comportement. Et ce double comportement, je dirais, se met en valeur dans ce conflit. Rappelez, même les politiques l'ont utilisé. Rappelez-vous Sarkozy, qui prétendait à permettre à la classe laborieuse de pouvoir travailler plus pour gagner plus, et en même temps en rassurant les marchés d'affaires pour gagner également de leur côté plus d'argent. Alors que finalement, au fond, si on regardait de plus près, ils ne pouvaient pas contenter les uns et à la fois contenter les autres. Donc, c'est une des raisons pourquoi, finalement, au fond, nous retrouvons aussi bien dans la vie réelle que dans la vie virtuelle ce genre de comportement. Alors, je dirais que cet individu prend souvent des masques suivant les besoins, tantôt, je dirais, dans la séduction, paré de toutes les formes de vertu, de qualité, tantôt victime, faible et innocente, scandant à l'injustice face au monde qui voudrait voir sa fin. Je dirais même qu'il a un souci scrupuleux des apparences, donnant le plus souvent l'image valorisante pour, je dirais, magnifier ou donner un élan valorisant à son ego, en se qualifiant, en se présentant d'une personne parfaite, honnête, franche, n'ayant pas peur de l'adversité et d'assumer ses paroles. Une image qui, bien entendu, cache, je dirais, très mal son absence, je dirais, d'émotion. Même, je vais même aller plus loin, d'amour, de sincérité et d'intérêt pour tout ce qui n'est absolument pas lui, ou en tout cas tout ce qui ne tourne pas autour de lui. Bien entendu, il ne s'intéresse pas à la réalité. Tout est pour cette personne, je dirais, un jeu d'apparence et de manipulation, forcément de l'autre. Bien entendu, ces individus ont certaines capacités, un certain génie à exceller, voire même à susciter, amplifier, et même faire alterner chez les autres des regrets, des peurs, bref, une forme de culpabilité. Alors, bien entendu, nous sommes dans ce cas d'espèce au même principe que les règles des sectes. Je dirais qu'il y a une forme, premièrement, de division, de doute, et ensuite une forme de cloisonnement, c'est-à-dire du relationnel. Alors, bien entendu, par prudence, il y aura ce que j'appelle le principe de la division, du cloisonnement, par le relationnel, comme je viens de le préciser, afin qu'on ne puisse pas recouper ces différentes contradictions, voire ces mensonges, ou que ces victimes ne risquent pas de s'allier contre, je dirais, sa stratégie. Et soyons honnêtes d'une manière générale, dans ce domaine, cela finit par être magistral. Et on peut le voir, division, anathème, insulte, et ensuite
récupération par la culpabilité, par l'appui de la faiblesse de l'individu, et pardon en direction de celui qui a reconnu son erreur, afin de mieux les récupérer. N'oublions pas que le phénomène de valorisation ou de dévalorisation est un élément, je dirais, consubstantiel. Bien entendu, il y a soit une évaluation calculée ou une évaluation naturelle de je dirais, de ce dernier, à choisir des situations où d'autres pourront les admirer, les encenser, les flatter. Bien entendu, ils veulent capter l'attention de leurs semblables, qu'ils considèrent par ailleurs, je dirais, comme de simples faire-valoir, victimes potentielles qui n'hésiteront pas à critiquer en public, souvent, bien entendu, insidieusement, ou voire même frontalement, afin de tester leur capacité à se défendre ou à refuser une certaine forme d'autorité. Alors nous en arrivions finalement au fond à l'autoritarisme, l'autorité. Souvent ce genre d'individu critique l'autorité suprême. Quand je parle d'autorité suprême, c'est-à-dire les gouvernants, les dirigeants, car lui-même ayant aussi un accès d'autorité, mais ne pouvant pas avoir cette autorité reconnue de façon réelle et sérieuse, alors il voit dans l'autorité suprême une concurrence injuste. C'est une des raisons pourquoi, par ce phénomène de dénonciation, il devient lui-même un autoritaire vis-à-vis de ceux qui le suivent. Alors il utilise son pouvoir de séduction, ses talents de comédien, d'artiste, et son apparence de sérieux. Toutes ces facettes, bien entendu, de cette personnalité pour s'imposer, bon, il aime arrêter toute discussion, par quelques phrases définitives, en utilisant le principe d'autorité, ou de vexation, ou d'insulte, ou d'un revers de main, il détruit l'individu qu'il a en face pour mieux, je dirais, détruire sa personnalité afin de la reconstruire en fonction de ses desiderata. Alors, bien entendu, c'est un judicieux mélange entre amour et détestation, et finalement, il y a des éléments qui sont, je dirais, reconnaissables. Par exemple, les contradictions, qu'on pourrait appeler contradictions sous-jacentes ou contradictions flagrantes ou apparentes, avec une sorte de conception où il prête à ses propres pensées comme étant forcément un élément réel, véridique et incontestable. Et par bien entendu le succès, méthode Goebbels, qui prône en disant qu'il est l'élément moteur et qui finalement au fond tout tourne autour de lui, qu'il est incontournable, bien il s'approprie des compétences qui appartiennent aux autres et dont les autres, bien entendu, acceptent inconsciemment ou consciemment, pour d'autres victimes, mais des agents calculateurs, de lui céder ce qu'il n'a absolument pas réellement, je dirais, acquis, de façon personnelle. Alors dans ces contradictions, on peut dire que, par exemple, son comportement éclate semant alors le doute sur cette bipolarité calculée, contrôlée, qu'on pourrait qualifier de schizophrénie contrôlée, où ses intentions et sa sincérité, il parvient le plus souvent, je dirais, à rattraper ses erreurs et à restaurer la belle image de lui-même, ou de faire assumer ce qui est inacceptable comme étant un élément, vous voyez, un petit peu comme la personne qui insulte une autre personne d'une façon honnête en lui disant moi au moins je suis franc, je t'insulte. Bien entendu, faisant fi que cette insulte est quelque chose d'inacceptable, qu'elle soit dite devant ou derrière. Mais le fait de le dire devant pardonne absolument à l'horreur de l'insulte en elle-même. Donc nous sommes des fois dans je dirais, dans des agissements assez, je dirais, assez étonnants.
le fait d'insulter quelqu'un en face, finalement, au fond, serait une valeur éthique par rapport à celui qui le ferait derrière. Étrange. Insulter devant ou derrière reste quelque chose de méprisable et de condamnable. Alors, la plupart du temps, on lui pardonnera malgré tout qu'il sait se rendre sympathique et surtout qu'il a toujours une explication pour justifier, je dirais, un comportement soudain, contradictoire, l'erreur désastreuse qui sera mise sur le compte d'une faiblesse momentanée, d'une fatigue, euh, bien entendu se servant aussi d'un itinéraire personnel, d'un historique, voire même d'un surmenage, d'une maladie. Finalement, ben, on se dira que toute personne parfaite et faillible. Bien entendu, l'acceptation de cette imperfection sera toujours dans sa direction, mais pas dans le sens contraire, pas dans la direction de celui qui doit recevoir cette manipulation. Venons également à ce que j'appelle l'emploi de messages ou d'arguments paradoxaux. Il y a en ce sens, dans ce comportement, une sorte de complaisance de l'ambiguïté. Message un peu double, obscur, et en même temps tranché. Il bloque la communication, il se place, je dirais, en victime, bien entendu en plaçant sa victime dans la possibilité de fournir des réponses appropriées, puisque condamnée par essence, puisqu'elle ne peut comprendre la situation, car moi je sais. Et bien entendu, elle s'épuise à trouver des solutions qui seront définies, je dirais, par définition, inadaptées et rejetées, et dont, je dirais, le gourou va susciter les critiques et les reproches complètement déroutés, et bien finalement, cette victime sombrera dans l'angoisse, la dépression, et fera tout, effectivement, euh, en acceptant toutes les humiliations pour revenir auprès de cet individu. N'oublions pas qu'effectivement, la calomnie, les insinuations, les vérités non révélées, les doutes, rappelez-vous, j'ai des dossiers, je sais ce qu'il en est, j'ai mes contacts, euh, bien entendu, tout cela concourt à une forme de manipulation, de subversion, en direction de celui qui sait que dans sa vie, effectivement, il y a certaines maladroitesses du vécu. N'oublions pas que cette forme de comportement, ou cette forme de gourou, a le talent de diffamer sans avoir l'air d'y toucher, soyons honnêtes. Alors, tout dépend après la situation, prudemment et ensuite d'une façon violente, quand il constate que le terrain est propice, en donnant l'apparence de l'objectivité, du plus grand sérieux, comme s'il ne faisait que finalement, au fond, que rapporter des paroles qui ne sont pas les siennes. Et souvent, malheureusement, il ne porte pas d'accusation claire, il joue l'ambiguïté, mais se contente d'allusions, bien qu'elles soient parfois voilées, mais insidieuses, et à la longue, elles réussiront à semer le trouble sans avoir jamais prononcé une phrase qui pourrait le faire tomber sous le coup d'une accusation de diffamation ou calomnieuse, ou même parfois sous le coup de la loi. Rappelons-nous, je vous ai parlé tout à l'heure de la méthode Goebbels, elle usera, je dirais, connue, c'est une sorte de pouvoir de répétition, et finalement de semer le doute sur l'honnêteté de la victime et sur les intentions de l'adversaire qu'il veut abattre, appuyant sur la tendance humaine à croire qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Bon. Bien entendu, dans cette personnalité assez complexe, il y a ce qu'on pourrait traduire comme étant, je dirais, la fausse modestie. Lors de l'utilisation de la technique, bien entendu,
que j'appelle technique de l'induction, ben, moi je n'ai pas fait d'études, mais je suis autodidacte, j'ai réussi, Dieu m'a éclairé, euh, le Dieu m'a donné la lumière. euh, Bref, chaque caractéristique d'un comportement de gourou, s'il en est, qu'il soit un gourou de petite catégorie ou de grande catégorie, il y a des éléments qui sont des éléments, je dirais, connus et des éléments fondamentaux. Et donc, dans cette technique de l'induction, il se présente, je dirais, volontiers comme une personne modeste, n'osant pas proposer de solution, ou l'objet de cette forme de duperie, vous savez, le phénomène de l'appât, ou l'objet qu'il veut soumettre à la convoitise de l'autre, le promettant, le flattant, pour mieux ensuite le détruire ou le manipuler, ou finalement faire en sorte qu'il obéisse. Et je dirais, il est capable, dans un judicieux mélange, de se faire passer, je dirais, comme une bête naïve, et en même temps, bien entendu, prêchant le faux pour savoir le vrai, utilisant l'humour pour passer des idées. Vous savez, euh, on passe mieux une vérité à travers l'humour qu'à travers un ton de franchise. C'est une évidence. Car calomnier, il en restera toujours quelque chose. Et donc, finalement, au fond, bah, c'est un très bon moyen de guerre psychologique pour tirer les vers du nez d'une personne trop plein de certitudes. Ensuite, il y a, bien entendu, dans sa besace, l'utilisation de fausses vérités énormes ou crédibles. Et, quoi qu'on en dise, cet individu trouve toujours un moyen d'avoir raison. Bon. D'autant que, soyons honnêtes, la victime est déjà déstabilisée, elle est déjà préparée, prête à accepter, et n'éprouve, au contraire de son agresseur, aucun plaisir à la polémique. Il accepte. Alors le trouble induit, je dirais, fatalement chez la victime, et la conséquence de la confusion permanente entre, vous savez, la vérité, le mensonge, est-ce que le mensonge est une forme de vérité dévoyée? Est-ce que la vérité n'a qu'une nuance, c'est d'être cachée? Vous voyez, après, est-ce que chacun a sa vérité, mais ma vérité est le mensonge pour l'autre, et l'autre est la vérité pour le mensonge de l'autre? Donc, c'est assez court. On joue sur l'opération psychologique de conflit et de vision, comme disait Pavlov, tout dépend, je dirais, du conditionnement. Ensuite, il y a, je dirais, une certaine forme de mensonge qui devient direct, alors que la phrase destruction est arrivée à son paroxysme, et on peut le constater. Et c'est alors que, effectivement, le mensonge devient une telle vérité éclatante au mépris de toute évidence. Et c'est avant tout une sorte de répétition mécanique, de fréquentation permanente, qui fait en sorte que, bah, finalement, au fond, convaincu qui convainc l'autre. Alors, quelle que soit l'énormité du mensonge, ou finalement, l'important, c'est d'arriver à en convaincre l'autre. Vérité ou mensonge, cela importe peu, hein, je veux dire, d'une manière générale, ce n'est qu'un outil. Et ce qui est vrai, c'est ce qu'ils disent dans l'instant. Et ces falsifications de la vérité, qui est plus souvent largement plus complexe, parfois très proche d'une construction délirante. Ensuite, tout message qui, je dirais, qui n'est pas formulé explicitement, même s'il transparaît, ne doit pas être pris en compte par l'interlocuteur, puisqu'il n'y a pas de trace objective, et dans l'instant, rien ne permet de le prouver, mais la situation psychologique, à ce moment-là dont l'individu est victime, peut tout accepter. C'est ce que Lucien Sèvres définit comme une forme
d'harcèlement aliénatoire. Bien entendu, il n'oubliera pas de faire état d'un certain luxe de détails pour éteindre je dirais la vigilance ou la raison objective de ses proches. Bien entendu, cela ne serait pas complet si je ne parle pas de la position victimaire. Car souvenez-vous, on parle souvent de bourreaux devenant victimes et de victimes devenant bourreaux. J'ai souffert, je ferai souffrir les autres. Vous voyez, je vais vous donner un cas d'espèce assez révélateur. Vous prenez deux individus. Deux individus qui ont eu comme parcours l'orphelinat, plus précisément la DAS. Les deux ont réussi. Or, pourtant le parcours est plus ou moins identique, mais l'individu est différent. L'un, dans sa réussite, dira « je ne donne rien à mes enfants, car ma foi, la société, le monde m'a rien donné. Ils devront se battre, comme moi-même. » Et l'autre, qui aura le même parcours, considérera effectivement que, ayant rien reçu de la société, je ferai tout, car je sais cette souffrance de ne pas avoir, je ferai tout pour tout donner à mes enfants. Et pourtant, les deux ont plus ou moins le même parcours identique. Vous voyez, cette construction est assez complexe. Alors, je reviens à cette position victimaire, où lors des séparations, les individus se posent en victime, abandonnés, décriés, seuls au monde, avec une injustice manifeste, ce qui leur donne finalement au fond le bon rôle et leur permet de séduire et de faire pleurer dans les chaumières leurs partenaires, voire même leurs consolateurs. Tout cela, bien entendu, concourt à des tactiques ultimes et dont effectivement, une fois que les victimes acceptent cet état par le fait d'une répétition, il y a un emballement qui permet à cet individu de commettre des actes de violence. Alors, bien entendu, dans le cas d'espèce, nous sommes sur Internet, donc ce sera des violences verbales. Et bien entendu, il évite quand même soigneusement de se faire repérer par la condamnation, entre guillemets, des services de police, où il maîtrise d'une manière générale les limites à ne pas franchir. Ce qu'on pourrait déterminer, c'est ce que Debord qualifiait de l'art de l'emballage, des faits dans le discours, certaine forme de spectacle. Et finalement, pour paraphraser finalement Philinte dans le Misanthrope de Molière, toujours en thème convaincant, ces dénégations sont dites. Acculé, il peut se faire passer pour un fou irresponsable de ses actes, car on sait que les fous peuvent tout se permettre. Je vous renvoie au code pénal, article 122-1 du nouveau code pénal. Donc, bon, là j'ai été un peu très loin, mais je voulais faire une petite analyse d'une manière générale sur l'éthique et le comportement également présent chez certains vis-à-vis de leurs victimes sur le net. Bien entendu, je ne nomme personne, car le net et les euros de l'information fourmillent énormément de ce genre d'individus. Comprendra qui veut. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à la prochaine chronique.